Bonjour mortel, je suis Asa, dieu des assassins, champion des galaxies du domaine. Si je viens vers vous aujourd'hui, c'est parce que votre planète s'apprête à rejoindre la Fédération des planètes connues. Votre peuple a su nous impressionner. Vous avez beaucoup d'imagination. On peut le voir à vos films, séries, mangas et autres œuvres d'art. Avec le Conseil des Immortels, nous allons étudier votre candidature. Sachez juste que si vous n'êtes pas retenu, c'est l'extinction qui vous attend. Vous vous demandez sûrement comment éviter ce scénario. Eh bien c'est simple. Montrez-nous le meilleur de votre planète, les meilleures musiques, les meilleurs films, les meilleurs livres. Si vous arrivez à nous satisfaire, vous rejoindrez la Fédération et vous aurez accès à notre savoir. Mortel, l'heure est venue. Vous avez les cartes en main. En 2019, j'ai été choisi pour affronter ce que Red et Blue ont appelé le Colosse. Quand je l'ai vu, je l'ai renommé le Molosse. Avec des vaisseaux de la planète Kiza, j'ai gagné ce combat. Depuis, je suis membre du Conseil des Immortels, et Asa veut me mettre à sa tête. Cependant, la planète Terre ne fait pas partie de la Fédération des planètes. Du coup, je ne peux pas participer au débat. Je suis même plus sûr de le vouloir. Il s'est passé beaucoup de choses, et tout vous expliquer prendrait du temps. Trop de temps. Les médecins disent que je suis schizophrène, mais moi, j'appelle ça le signal. Une énergie à laquelle chaque âme est connectée et qui nous permet de faire tout ce que notre imagination peut concevoir. J'ai beaucoup discuté avec les immortels. Je n'ai pas retenu grand-chose. Juste qu'ils font face à des menaces intercosmiques, allant de repousser les démons à affronter des planètes dotées de conscience. Jusqu'ici, j'ai survécu et eu mes preuves. Mais moi, je veux juste une vie posée, dans laquelle je pourrais vivre mes passions. Mais si jamais la Terre était menacée et qu'on devait de nouveau me connecter au signal, je répondrais présent et je redeviendrais le stratège. Les immortels m'ont donné une mission, connecter la Terre au signal de la Fédération. Pour ce faire, je dois vous enseigner son utilisation. Et la première chose que je tiens à vous dire, c'est que l'inspiration nous vient du signal. Tu as une vie pour nous montrer que l'espèce humaine mérite d'être épargnée. Je vais faire de mon mieux, mais tu sais, c'est pas facile tout seul. Peu importe, débrouille-toi. Je vais faire de mon mieux, comme d'hab. Je te laisse, j'ai affaire. D'autres planètes sont en instance de recrutement. Choisis bien tes œuvres. À bientôt, Asa. Ouais, Bon, déjà pour commencer, j'ai ma dernière review One Piece à monter. On va commencer par ça. Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour continuer les reviews sur le tome 107 de One Piece. Donc on s'était arrêté, Sabo il était là auprès de Dragon, auprès d'Ivankov en disant ouais, les gars j'ai une dinguerie à vous dire, il s'est passé un truc de malade à Marie-Joie, je vais tout vous raconter, fin du scan. Donc du coup il y a deux trois points là qui me font un peu cogiter que j'ai, enfin un point sur lequel j'ai pas réagi lors de la review précédente. C'est qu'il y a eu une petite scène avec Zivul Riboni qui sortait des souvenirs de son père, Bartholomew Kuma. Et du coup, elle était en train de chialer, donc du coup, dinguerie aussi de ce côté-là. Je rappelle que dans la review précédente, elle s'appelait plein de personnages, plein de pouvoirs. Alors je trouve ça bien en fait en réalité. Dans un sens, en fait, comme je disais, c'est ce qui fait le charme de One Piece, c'est qu'il y a plein de personnages. Et donc du coup, on a un peu chacun nos préférés, on peut un peu chacun voir briller son personnage. Je disais aussi que Jinbei, il a rejoint l'équipage, mais depuis qu'il a rejoint l'équipage, il n'a pas eu trop de moments highlight, si je peux dire. Donc faudrait qu'il en ait un. En réalité, faudrait qu'il ait un moment Jinbei, un moment où on se dit ok Jinbei, là t'as géré. Et voilà, donc du coup, je vous cache pas que normalement j'ai prévu 3 heures de review, de lecture et de review certains après-midi, les lundis, mardis, jeudi, vendredi et dimanche et après-midi et dimanche soir, je suis concentré sur les reviews. Donc il y a l'enregistrement
il y a la lecture, et il y a la critique, et il y a le montage. Alors, c'est pas des montages de locaux, je coupe juste certains moments qui sont où je coupe un peu, où j'hésite, enfin bref, je coupe des moments. Et du coup, voilà, let's go. Alors j'avoue que je suis un peu fatigué, je me suis réveillé à 6 heures du matin. J'ai fait un rêve de locaux. Mes personnages de mon histoire, les marqués, Dreamers, les mercenaires de vos rêves, ils étaient dans le monde de One Piece, ils arrivaient de leur planète et ils se battaient avec Luffy contre des séraphins et la marine. C'était une dinguerie, il y a eu un moment de Jojo Bizarre Adventure, on affrontait des mecs qui avaient des battes de baseball et qui s'envoyaient des balles. C'était un peu space, mais c'était assez cool de faire ce rêve. Puis ensuite, je me suis réveillé et je me suis dit, ok, vas-y, let's go, Riger. Aujourd'hui, c'est musique. Le jeudi et le mardi matin et le samedi après-midi, normalement, c'est la musique. Donc, je révise mes textes, je réécoute mes sons, j'écris des textes, je révise mes textes. Et du coup, là, j'ai écrit un nouveau son qui s'appelle Pétage de câble, qui fait un peu continuité à ma review actualité, où j'essaie un peu de réagir à ce qui se passe dans le monde et où je me dis, ok, c'est quoi la nature humaine? Puis vers la fin, je pars un peu plus en ego trip, mais voilà, donc du coup, j'ai dit ce que j'avais à dire, je suis assez content. Mais le texte, je ne le maîtrise pas encore, donc là, je vous le tease, c'est pas le prochain que vous allez entendre. Il y a pas mal de sons qui sont en stock. Que j'ai prévu d'enregistrer chez mon ami, mais là on fait une pause parce qu'elle veut se concentrer sur ses projets artistiques à elle. Donc du coup, moi de mon côté, je vais continuer les révisions, je vais continuer l'écriture de texte et je vais continuer de rapper. Il y a un open mic les vendredis soirs dans un bar à Montpellier, peut-être le faire histoire de faire un de mes sons que j'aime bien, Sigma. Je ne l'ai pas encore enregistré en bonne qualité, mais voilà, let's go, je suis bien chaud de le faire. Et donc du coup, voilà, donc là cet après-midi, j'ai hésité, je vous cache pas, j'ai hésité à faire la review parce que je me sentais un peu fatigué. Mais la musique, elle m'a un peu fait gonfler le cerveau. Et je me dis, ok, là, j'ai besoin de quelque chose qui fasse redescendre la pression. Et je me suis dit, bon, vas-y, let's go, on lit One Piece. De toute façon, ça fait un moment que j'avais envie de lire One Piece. Il y a plein de trucs que j'ai envie de lire, mais j'arrive pas à trouver l'élan et l'énergie pour le faire. Et donc, je vais me forcer un peu. Et donc, du coup, bah, let's go, c'est parti pour la lecture du chapitre 1083 avec Doflamingo qui soigne un bébé flamingo. Non, bon, bref, peu importe. Et donc, du coup, allez, c'est parti. Ok, chapitre 1083 lu, les révolutionnaires passent à l'action. Donc, du coup, les révolutionnaires ont atteint leur objectif. On voit Sabo qui récapitule en gros à Ivankov qui voulait qu'ils avaient trois objectifs principaux: libérer Kumba et un maximum d'esclaves, détruire les vivres et détruire le symbole des dragons célestes, un peu comme Luffy a fait avec le symbole du gouvernement mondial. Donc ils ont atteint ces objectifs, ça a été couronné d'un franc succès. De leur côté, les révolutionnaires des quatre coins du monde attaquent les bateaux du gouvernement mondial pour que le tribut qu'on offre aux dragons célestes pour qu'ils puissent vivre leur vie posée pépère peinard au sommet du monde soit un blocus. En gros, Ivankov parle d'un blocus. En gros, ils peuvent pas subir une attaque, mais un blocus, ils peuvent le ressentir. Leur train de vie va être perturbé. De l'autre côté, il y a 8 pays qui ont mené une révolution. Enfin, je crois qu'ils disent 10 ou 12. Il y a une poignée de pays qui ont mené une révolution. Sur cette poignée de pays, il y en a 8 qui ont réussi à atteindre leur objectif de destituer le roi. Mais le royaume de Rorussia, je crois qu'il s'appelle comme ça, a été détruit dans l'équation. Donc du coup, ça fait qu'il reste 7 pays qui ont réussi leur révolution. Partout dans le monde, il y a un grand mouvement où en gros le peuple se révolte. Donc vu qu'on arrive un peu à l'épilogue du manga, je pense que c'est assez intéressant ce que j'étais en train de me dire à la fin du chapitre. Juste qu'en gros c'est cool qu'on voit enfin les révolutionnaires passer à l'action. Après les révolutionnaires, Ivankov, elle a participé à Marineford, ou il a participé à Marineford, j'avoue que je suis un peu perplexe sur le prénom qu'il faut utiliser pour ce personnage. Mais on a vu qu'elle était très forte. Mais les autres membres des révolutionnaires, à part Dragon, qui avait arrêté Smoker à l'époque pour aider Luffy sur l'île de Lockdown, on les avait pas trop vus. On a vu Sabo à Dressrosa, mais Sabo, je le trouve un peu à part dans cette équation. Je veux dire, les autres révolutionnaires, on n'a rien vu d'eux. On sait que Robin a passé du temps avec eux. Putain, j'ai la tête bizarre. On sait que Robin a passé du temps avec eux, mais on n'en sait pas plus sur eux. Et donc du coup, voilà, on les voit à l'action et je trouve intéressant le personnage de Corbeau.
Je le trouve intéressant, pourquoi? Parce qu'il a un pouvoir intéressant, le fruit de la suie. Donc, je sais pas c'est quoi le nom japonais, hein, dans cette édition, il n'y a pas les noms japonais, il y a la traduction. Et donc, du coup, je me suis renseigné parce que je savais plus trop c'était quoi la suie. Au début, je pensais que c'était de la cendre de cigarette, hein. Enfin, c'est la première chose qui m'a mis à l'esprit quand je l'ai vu. Mais en fait, la suie, c'est les résidus du charbon, du charbon qui a été traité. Et c'est les déchets toxiques émanés par le charbon. Et donc, du coup, la question qu'on se pose, c'est quoi? Est-ce que c'est un logia? Parce que si c'est un logia, je trouve ça stylé, pour être honnête. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu de logia. Alors, le dernier logia qu'on a vu, je crois que c'est Ryugogyu avec le logia de la forêt. D'ailleurs, au cours de cet échange de coups, dans l'attaque des révolutionnaires, les amiraux Fujitora et Ryugogyu participent au combat, mais la tâche n'est pas facilitée parce que les personnes qui doivent protéger les dragons célestes sont dans les parages, et donc du coup, ils risquent de leur faire mal si se donnent à 100%. Et donc du coup, la présence des dragons célestes permet aux révolutionnaires un peu de se déchaîner, c'est assez cool. Et ensuite, un peu plus tard dans le chapitre, on voit que, en gros, Sabo raconte, on voit une image de Sabo devant le cadavre du roi Cobra. Et du coup, ça se termine un peu. Le roi Cobra va voir les cinq doyens. Donc, est-ce que les cinq doyens sont impliqués dans le meurtre du roi Cobra? Alors, les cinq doyens, on les a vu beaucoup parler, beaucoup faire de la politique, mais on les a jamais vus être violents en réalité. Du coup, voilà. Autre point que j'ai noté, il a été mentionné par Dragon lorsque Sabot disait que l'attaque de Marijois s'était bien passée. Dragon disait ouais, mais ils vont maintenant on est devenus les ennemis. Enfin, Sabot est devenu la cible numéro un du gouvernement mondial. Ils vont pas te lâcher. Et ils vont envoyer des chevaliers divins. Je crois que c'est ça le terme qui a été utilisé. Ouais, c'est ça, les chevaliers divins. Ils avaient l'air d'être une dizaine. Alors du coup, encore plus de personnages. Alors là, j'avoue que je suis bien curieux de voir quel pouvoir va imaginer Oda pour ces personnages, quelle arme ils vont utiliser. Est-ce qu'il y aura un épéiste de la taille de Zoro, parce que depuis le Nouveau Monde, Zoro n'a toujours pas affronté d'épéiste digne de ce nom. Et donc du coup, j'aimerais bien voir un combat d'épéiste, d'éther entre Zoro et peut-être un chevalier divin, ça pourrait être stylé. La question que je me pose ensuite, c'est est-ce que cette histoire va rester en parallèle? Est-ce que les révolutionnaires vont faire leur dièse dans leur coin et Luffy ne va jamais rencontrer son père? J'avoue que depuis le début du manga, je voulais bien voir une rencontre entre Luffy et son père. Et ce que j'aimerais bien en réalité, c'est que contrairement à ce qu'on puisse s'attendre, à ce que oui, mon fils, je suis révolutionnaire, je voulais pas, enfin qu'il y ait un discours fait sur la paternité en mode je t'aime mon fils et Luffy, ah, je t'aime papa. J'aimerais bien qu'ils se disputent en fait, peut-être avec un délire du style il faut aller sauver Vivi, mais Dragon il est là en mode non, on va pas aller sauver Vivi, un délire du genre, tu vois, et le fil est là en mode mais pourquoi? Et que Dragon il parle d'intérêt stratégique, genre en mode parce que ça empêcherait la révolution sur le plan global, et que le fil pète un câble et qu'il me dispute, voilà, j'imagine des scénarios dans lesquels ils pourraient se disputer parce que la confrontation père-fils, tu vois, je pense que ça peut être un sujet très intéressant à traiter. Il y a les relations amicales et familiales, même si les personnages ils ont eu des souffrances, hein. C'est ça. Déjà, on l'a eu avec Sanji et Judge, mais je trouve que ce serait plus pertinent de l'avoir avec Luffy et Dragon, parce qu'il y a quand même un contraste. Les deux se battent pour le bien. Luffy il est du côté de la piraterie, donc il est plus libre et fougueux et protecteur envers ses amis. Et Dragon, là, je vois avec Sabo que Dragon, en plus, il garde une face sérieuse, tu vois, donc il est un peu stoïque. Et donc, du coup, ça pourrait être intéressant de voir que Dragon, en réalité, il est développé peut-être des idées extrémistes. Et d'ailleurs, on peut le voir avec le personnage de Sabo. Sabo est content que le quiproquo sur le roi Cobra serve l'intérêt de la révolution. Alors du coup, est-ce qu'ils n'auraient pas fini par devenir ce qu'ils détestent? Voilà, ils libèrent des esclaves, mais en réalité, est-ce que certains points de leur plan, certains points de leur histoire seraient pas un peu un signe pour dire oh les gars, attention, vous aussi vous devenez un peu tyrannique, vous n'hésitez pas à manipuler, ça vous arrange la propagande, vous devenez comme vos ennemis. Voilà, je trouve un peu cette ambiguïté sur le bien, le mal, je pense qu'il faut qu'elle soit traitée dans One Piece, parce que jusqu'ici ça a toujours été trop binaire. Les personnages sont soit gentils, soit méchants, soit ils sont méchants puis ils deviennent gentils. Et donc du coup, voilà, j'avoue que j'aimerais bien voir ça dans le manga One Piece. Voilà, j'ai pas noté beaucoup de points. À noter que les autres membres du CP9 ont rejoint le CP0. Donc apparemment, si on avait regardé le film Red, cette information on le savait déjà. Le film Red avec la chanteuse, je l'ai pas regardé, je vais vous dire pourquoi. J'ai regardé les premières minutes du film.
La chanteuse me faisait mal à la tête. Je me suis dit, putain, si c'est un film qui tourne autour de la musique, ça va me faire mal au crâne. Et du coup, j'avoue que j'ai pas trop regardé. En plus, le pitch, comme quoi Shanks, il a une fille, cette fille, c'est une chanteuse célèbre, et le fils la connaissait déjà, elle avait une aile, il a pas tilté les Skypéens, il était là en mode, oh, j'avais jamais vu de gens avec des ailes, c'est bizarre ça. Voilà, je trouve que c'était un peu teubé, en réalité, comme pitch. Mais pourquoi pas à regarder un de ces quatre, tu vois, un jour où je ne sais pas quoi regarder et que je me ferai chier, peut-être que je regarderai le film Raid, mais c'est pas prévu pour le moment. Voilà, donc du coup, Corbeau, un personnage que je trouve classe en réalité. Déjà, le chara design, il pète la classe. Ensuite, bah oui, j'ai envie d'en savoir plus sur ce qui s'est passé parce que du coup, le mystère plane encore. Ça, un peu, c'est le côté. Ça sort une fois par semaine, il faut attirer le lecteur pour le prochain chapitre. Alors, du coup, on rallonge l'histoire, mais après, en même temps, c'est vrai que si ça avait été dit. Trop rapidement ce qui est arrivé à Cobra, ça aurait pas été intéressant à suivre cette attaque de Marie-Joie. Là, je vois surtout que voilà, alors les Dragons Célestes, alors petite scène à noter, c'est que le gars qui avait essayé de faire de Shirahoshi son esclave veut retenter quelque chose. Et donc, du coup, est-ce que le Dragon Céleste qui avait retourné sa veste et qui était un peu plus d'attaque à aider le peuple, il va intervenir? Est-ce qu'il va se faire tuer lui aussi? Est-ce qu'un dragon céleste va essayer de tuer un dragon céleste et faire passer ça pour une tentative de Shirahoshi ou de Vivi ou de n'importe qui d'autre juste parce qu'il a le contrôle sur le monde? Voilà, je sais pas. Là, pour le moment, j'avoue que faire des grandes hypothèses, ça me fait kiffer. Mais je me dis que les réponses sont peut-être déjà données, donc du coup, let's go. Sans plus attendre, on va lire le chapitre suivant, le chapitre 1084, et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. À tout de suite. Ok, chapitre 1084 lu. Donc, j'avoue que là, ce que je suis en train de lire, j'aime bien. Je voulais aussi dire dans cette vidéo que je m'excuse un peu quand je suis revenu sur les réseaux sociaux, là, sur YouTube et compagnie. J'avais un peu la haine contre One Piece parce que je comprenais pas les choix de Oda en termes de scénario. Mais j'avais pas tout vu en réalité et j'ai tiré des conclusions un peu hâtives. Là, ça fait depuis un moment que je suis en train de relire. J'ai des déceptions, mais j'ai aussi des satisfactions. Et j'avoue que ce chapitre m'a bien satisfait. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai noté? Alors on a Cobra qui confronte les cinq doyens. Il raconte l'histoire de la fondation du gouvernement mondial, comme quoi 20 rois se sont unis contre sûrement Joy Boy, hein, je pense que c'est ça qui s'est passé, et qu'après l'avoir sûrement vaincu, ils ont décidé de fonder le gouvernement mondial, et qu'ils ont décidé pour qu'il n'y ait personne qui prenne le pouvoir, que personne ne serait au-dessus des autres. Ils se sont installés à Marie-Joie avec leur famille et donc ils sont pas retournés dans leur pays d'origine et donc les pays d'origine ont choisi des nouveaux rois, sauf la reine Nefertari Lili qui est retournée dans son pays. Mais Cobra explique que dans les archives d'Alabasta, il trouve aucune information sur Nefertari Lili, comme quoi elle est jamais revenue. Et il voulait savoir pourquoi, parce qu'apparemment c'est le frère cadet de Nefertari Lili qui a repris les rênes du pouvoir et qui a prospéré dans la dynastie des Nefertari. Du coup, les cinq doyens expliquent que eux aussi pensaient que Nefertari Lili était retournée dans son pays, mais qu'ils savent pas où est-ce qu'elle est passée. Du coup, le roi Cobra, il explique qu'il veut savoir c'est quoi le dé, et les doyens, ils sont là en mode ouais, pourquoi tu veux savoir ça, mon frère? Et là, il explique, eh bah, c'est parce que Nefertari Lili, elle s'est dit, je vais écrire une lettre où je parle du dé, et je veux savoir ce que c'est maintenant. Et du coup, ellipse. De l'autre côté, on retourne sur Shirahoshi qui a été pris pour cible par le dragon céleste à la con, dont je connais même pas le blaze. Et du coup, les frères de Shirahoshi sont déter, ils commencent à se taper contre Kuma pour libérer leur sœur. Et du coup, Sai et Léo, qui accompagnait Rebecca, ils décident en Tsum Tsum de se déchaîner, d'attaquer, épaulés par le dragon céleste qui s'était rendu sur l'île des hommes poissons, qui avait été sauvé par la mère de Shirahoshi, et qui du coup avait connu un arc de rédemption et qui voulait faire le bien auprès des peuples. Mais est-ce que ça sera entendable justement par les dragons, par Dragon et par Ivankov et par Sabo? Est-ce qu'ils vont le croire si jamais il a dû fuir Marie-Joa lui aussi? Parce que du coup, je me demande si lui va pas avoir des problèmes et s'il va pas être obligé de se cacher aussi et s'il va pas solliciter l'aide de Luffy au bout d'un moment. Ça, ce serait grave stylé.
Et donc du coup, un coup très violent, hein, donc c'est un peu style caricaturé, hein, il a la tête toute aplatie, mais il y a peu de chances pour qu'il ait survécu à ce coup, et s'il a survécu à ce coup, ça va lui laisser des traces. Je pense que là, il est un peu mort. Je sais pas. Hein, j'ai mis violemment aplati, mais j'ai pas mis qu'il était mort. Et donc du coup, ensuite, on retourne sur le roi Cobra. Et le roi Cobra, il est en train de discuter avec les cinq doyens, et d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive. Ils sont là en mode Oh, Renimou ou Roimou, je sais pas, j'ai oublié. Je crois que c'est Renimou. Qu'est-ce que vous faites là? Pourtant, Dragon est toujours présent. Et du coup, Imou s'assoit sur le trône et je pense qu'elle va lui balancer des révélations de locaux sur le siècle oublié, sur Nefertari Lili et sur sa présence sur le trône, parce qu'il se posait trop de questions et qu'ensuite ils vont le tuer. Hein. Bah, je pense que c'est Imou qui va le tuer. Comment est-ce qu'elle va s'y prendre? On ne le sait pas. D'ailleurs, au cours de ce chapitre, il y a aussi Sabo qui a récupéré les clés des esclaves et qui parle avec Jibol Riboni. Et pendant qu'il parle avec Jibol Riboni, les soldats arrivent, ils sont là en mode oh putain, je crois avoir vu une silhouette. Il y a moins de gardes dans cette tour, tu sais, parce qu'ils ont vu la salle fantôme. Et donc apparemment, c'est-à-dire que même parmi les soldats, il y a des rumeurs. Et donc du coup, Imu, peut-être qu'elle va se révéler au monde au bout d'un moment et qu'elle va péter un câble parce qu'en fait, elle a déjà une arme antique et qu'elle a rien à craindre de personne. Parce que à part Shirahoshi, qui maîtrise pas parfaitement ses pouvoirs, hein, parce qu'elle y arrive que quand elle a une forte émotion qui la frappe, et Pluton qui se trouve à Wano Kuni, et Uranus, qu'on sait toujours pas ce que c'est exactement, est-ce que c'est Ener qui l'a découvert, est-ce que c'est l'armée céleste alimentée par le fruit de la foudre, on sait pas tout ça, et donc du coup, il y a plein de mystères. Mais là, Cobra, en fait, j'avoue qu'il a pas eu un good move. Après, ça va, c'est un roi respecté, donc du coup, il était légitime de poser ses questions, et en réalité, je pense pas que les doyens, ils allaient l'éradiquer. En mode, il a posé trop de questions, faut le tuer, ils allaient lui sortir un toz, un petit mytho au calme. Ouais, Nefertari Lili, je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est partie. Le dé oh, le dé, oh. Ça veut dire Damien. Ouais, ouais, un mec qui s'appelait Damien, qui a foutu le bordel et il a gardé le dé. Et voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout ce que j'ai trouvé, les gars, je suis désolé. Bref, alors du coup, j'avoue que ce chapitre, je l'ai beaucoup aimé. Ça m'a un peu satisfait de voir le dragon céleste faire taper parce que Shirahoshi, voilà. Là, du coup, les hommes poissons, ils sont un peu dégoûtés d'être venus à Marijoa. C'était à la fois important pour leur peuple, parce qu'ils ont besoin que les hommes poissons soient reconnus par les autres citoyens du monde. Mais si le prix à payer, c'est que tu te fais attaquer par les dragons célestes et personne ne t'aide parce que du coup, c'est les dragons célestes et on se bat jusqu'à la mort pour eux. Pourquoi? Parce que c'est les dragons célestes. J'avoue que c'est un peu décevant. Mais Imu, c'est peut-être. Là, elle a peut-être des origines story un peu plus complexes, tu vois. Peut-être qu'elle a mangé une sorte. Peut-être. Je fais une hypothèse comme ça. Je fais une hypothèse comme ça. Il y a plein de fruits du démon dans One Piece et on a appris qu'ils pouvaient réapparaître à la mort de l'utilisateur, probablement dans un fruit qui est à proximité. Du coup, peut-être que Imu, elle est immortelle. Parce que le prédécesseur de l'eau, celui qui avait le fruit du bistouri avant elle, avant l'eau, l'a rendue immortelle à l'époque, et que ça fait 800 ans qu'elle règne sur le monde, et qu'elle a gardé la dernière âme antique en question, et que c'est Uranus qui permet de détruire en un clin d'œil les villes. Voilà, petite hypothèse random, on verra bien ce qu'elle nous dit. Là, le chapitre 1085, il annonce d'envoyer du lourd, pour être honnête. J'avoue que je suis assez content. Et donc du coup, sans plus attendre, je vais le lire, et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. A tout de suite. Ok, chapitre 1085 lu, et franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Alors, je vais m'arrêter sur le personnage de Imu. Alors, son pouvoir m'intrigue. On dirait qu'elle a la capacité d'invoquer des sortes d'entités ténébreuses faites d'ombre, un peu comme le fruit de Moria, mais que ce serait un peu sur les autres. Alors, c'est pas le fruit des ténèbres, c'est pas le fruit des ombres, ça c'est sûr, mais il y a un délire. Ça, c'est pas aussi le fruit de l'espérance de vie de Big Mom. Mais il y a un truc, ils avaient l'air d'avoir une conscience, ces entités, même s'ils étaient un peu esclaves de Imu. Alors du coup, est-ce que ce serait une autre espèce, une espèce un peu plus ancienne, qui existait il y a très longtemps, sur l'île de Laftel? Je sais pas. Voilà, maintenant je vais noter. Alors on apprend dans ce chapitre que les Néfertari sont des porteurs du Di. Alors j'avoue que je trouve ça un peu classe que Vivi soit porteuse du Di, parce que ça signifie que
que les Ji, il y a peut-être eu un mariage entre un Ji et Nefertari Lily, je sais pas. Donc du coup, question à creuser, peut-être que, parce que je sais qu'il y a des révélations faites sur le siècle oublié dans les scans actuels, donc peut-être que ça va être un peu plus précisé, mais donc, histoire à noter. Du coup, le roi Cobra, il explique à Sabo toute cette histoire. Il dit, voilà, il faut que tu préviennes Luffy, il faut que tu préviennes Vivi, on est des porteurs du Ji, maintenant toi tu dois vivre. Et il crie un dernier truc, genre en mode, ici le pavillon de l'aube, mais c'est caché par un cri d'une créature. Et donc du coup, on ne sait pas ce qui se passe. De l'autre côté, on apprend dans cette discussion entre Cobra et Imu que les poneglyphes auraient été disséminés de manière intentionnelle, afin de garder une trace du siècle oublié. Donc du coup, Nefertari et Lily semblent avoir trahi les dragons célestes dès leur création. Est-ce qu'elle n'aurait pas été d'abord manipulée d'abord par les anciens rois en disant lui là-bas il est méchant, il faut l'arrêter. Puis ensuite elle se serait rendue compte de son erreur avec les dernières révélations de cet individu. Et ensuite elle se serait dit bah du coup je vais répandre l'histoire à travers le monde avec les poneglyphes. Je me missionne de répandre les poneglyphes à travers le monde pour que le monde garde une trace du siècle oublié. Voilà. Et autre point, on apprend, et je trouve que c'est assez important de le noter, on apprend que Fujitora a aidé à ce qu'on libère les esclaves. Alors du coup, ça veut dire que Fujitora risque de ne pas être un ennemi à la fin, mais plutôt un allié. Parce que, ok, Dressrosa, il se battait contre Sabo en mode t'es un révolutionnaire, je vais t'arrêter, je vais partir de la marine. Mais dès que Doflamingo a pété son câble, Fujitora, il n'a pas hésité à prêter main forte au peuple d'Alabasta, au peuple de Dressrosa. Et du coup, on a pu noter qu'il avait une certaine honorabilité, un certain honneur dans sa vision de la justice. Alors peut-être qu'à la fin, cette vision de la justice honorable telle qu'il la conçoit va faire en sorte qu'il se retourne contre le gouvernement mondial. Et peut-être même qu'il avait déjà ça en tête avant de devenir amiral. Peut-être qu'il est devenu amiral pour essayer de changer les choses de manière durable depuis l'intérieur. Voilà. Ensuite, à la fin du chapitre, on apprend aussi que du coup, le dragon céleste qui s'est fait attaquer par Sai et par Léo, le petit nain, Sai et Léo, ils ont crié haut et fort, ouais, on est du côté de Luffy, les Royals. Et donc du coup, je pense que cet événement dont parlait Oda à la fin de Dressrosa, comme quoi, oui, plus tard, ce groupe sera à l'origine d'un événement majeur. Je pense que c'est cet événement. Reste à voir comment est-ce qu'il sera traité dans la suite du manga. Est-ce qu'on va s'y attarder ou est-ce qu'on va passer à autre chose? Voilà, alors du coup, j'avoue que là, c'est un chapitre qui donnait beaucoup d'informations. Je comprends pas trop le pouvoir d'Imu, elle se fait appeler Mu. Et donc du coup, j'avoue, voilà, Cobra, il a compris, hein, dès l'instant où il a vu Imu, il allait crever. Donc du coup, il était en mode Redemption. Yeah, motherfucker, I'm gonna die. Do it for me. Et du coup, Sabo réussit à s'échapper, hein. Il a essayé de tuer un maximum de soldats au passage, mais je crois qu'il se plaint de pas tous les avoir eus. Et donc du coup voilà, donc on a pu voir dans une petite scène quelle photo a été tirée, hein, Cobra au sol, en sang, Sabo qui vient d'arriver pour essayer de l'aider. Il y a la photo qui dit ouais il a assassiné le roi Cobra. Donc ça sert les intérêts du gouvernement mondial et en même temps ça sert les intérêts des révolutionnaires. Mais du coup ça risque de poser problème parce que Vivi en fait elle se retrouve vraiment en danger. Elle a été capturée par le CP0 parce que voilà, hein, son père il avait révélé des trucs, donc on a directement contacté le CP0. Ouais, arrêtez Vivi. Et du coup, son destin était à peu près scellé. Paul, qui a tout vu, l'a sauvé un peu malgré lui. Elle s'accrochait à lui, tout simplement. Et il a continué de s'enfuir. Et comme il voulait aller au bout du monde, il s'est pas arrêté. Jusqu'à probablement croiser le journaliste Morgan, je crois qu'il s'appelle. Et donc, du coup, voilà. On a un peu tout qui a été tiré au clair concernant les événements à Marie-Joie. Reste à voir maintenant ce qui va se passer. Est-ce que les chevaliers divins vont rentrer en mouvement? Est-ce qu'il va pas y avoir un peu des grosses bastons aux quatre coins du Nouveau Monde, à la recherche des révolutionnaires, à la recherche de Sabo, à la recherche de Vivi, à la recherche de Luffy? Est-ce que les Chevaliers Divins vont pas être justement avec Imu, ce fameux boss de fin, qui y aura même après Barbe Noire? Est-ce que Imu et Barbe Noire vont s'allier? Là, voilà, beaucoup de questions que je me pose.
et j'espère que j'aurai les réponses assez vite. Je vais faire une petite pause et je vais vous lire un dernier chapitre, le chapitre 1086. Mais là, je fais une petite pause, et là, je vais me faire un café, je vais vapoter. Et je reviens tout de suite d'ailleurs pour vous faire la review du chapitre 1086. A tout de suite. Ok, chapitre 1086 lu. Alors, j'ai pas noté beaucoup de points pour être honnête. La seule chose que j'ai vraiment retenue de ce chapitre, c'est que du coup, le royaume qui a été pris pour cible par Imou, du coup, c'était le royaume de Rukia. Alors, la communication avec Sabo a été interceptée, mais en fait, elle avait déjà choisi d'exterminer ce royaume. Donc du coup, elle testait Mother Flame. On ne sait pas trop ce que c'est. Vers le milieu du chapitre, c'est expliqué par Ivankov qui montre une photo en disant donc l'hypothèse que j'avais fait il y a quelques chapitres, comme quoi Imu serait le premier être, enfin le premier être immortel, c'est un grand mot, mais que ce soit un être immortel, donc avec le fruit du bistouri qui avait été utilisé par celui qui avait le pouvoir à l'époque. Donc du coup, j'avoue que ce que j'ai surtout retenu, c'est que Mother Flame, ça pourrait être une arme antique. Donc on serait peut-être là sur Uranus. Donc peut-être que les révolutionnaires, ils vont chercher à contacter Robin, qui vont chercher à se rapprocher de l'équipage de Luffy pour dire, bon, là les gars, on a besoin de Robin. Faut qu'on déchiffre les poneglyphes parce qu'il y a une arme antique qui a été libérée. Et du coup, là, il faut qu'on soit capable de contre-attaquer parce que ça, j'avoue que c'est une arme qui peut détruire une île. Et par contre, il faut bien qu'elle démarre de quelque part, j'imagine. Dans le sens où elle choisit la proximité, sûrement parce que ça l'arrange. Si le royaume avait été loin, peut-être que ça aurait mis plus de temps. Et donc, du coup, ça va peut-être déclencher la précipitation de l'assassinat de Vegapunk, dans le sens où peut-être qu'il fallait comprendre le fonctionnement de l'arme antique, et que c'est Vegapunk qui s'est penché dessus, il a compris comment s'en servir, il a un peu été forcé, il y a d'autres Vegapunk, il y en a dans la mini-aventure, il y en a plein. Il y a York qui a trahi les autres Vegapunk. Donc du coup, beaucoup de mystères autour de Mother Flame, ce que c'est exactement. Et sur Imu qui serait peu probablement un des rois qui avait prêté allégeance à la création de Marie-Joie et qui aurait pris le pouvoir en secret au fur et à mesure de l'écoulement du temps. Voilà, voilà, voilà. Donc du coup, je suis bientôt à la fin du tome 107. Donc je vais bientôt aller m'acheter le tome 108, hein, et là, il me reste deux chapitres, je crois. Je suis au 87. Le prochain, c'est le 87 et ça se termine au 88. Ah, il me reste deux chapitres dans ce tome. Peut-être que je les ferai en scred posément. Là, j'ai pas trop le temps en réalité de lire un chapitre. Je peux lire encore un chapitre et faire la review, mais je préfère me garder les deux en stock pour plus tard, parce que j'ai quelques courses à faire pour être honnête. Donc du coup, voilà, donc c'était assez intéressant ce passage sur les révolutionnaires, sur Imu, sur le gouvernement mondial. À noter aussi que du coup, dont Quixote, là, celui qui a protégé les hommes poissons, il s'est fait exécuter. Donc je suis un peu triste à ce niveau-là, parce que j'aurais bien aimé que le personnage soit un peu plus développé, qu'il ait un peu plus d'histoire et qu'il essaie de fuir le gouvernement mondial et les dragons célestes, mais il s'est fait exécuter. Donc ça prouve aussi que dans un sens, les dragons célestes, ils sont pas à l'abri de la mort. S'ils perdent de leur conviction de dragons célestes, c'est-à-dire on est au-dessus du monde, on marche sur tout le monde, on écrase tout le monde et tout le monde vit pour nous. Si quelqu'un est divergent, il est exécuté parmi les dragons célestes. Donc à mon avis, on ne verra pas d'autres dragons célestes bifurquer vers le bien. Donc c'est un peu dommage parce que je trouvais ce personnage intéressant justement parce qu'il y aurait pu avoir un arc de rédemption et la rédemption je trouve que c'est toujours intéressant. Mais du coup autre chose que j'ai noté c'est que les Cendrillons, hein, on donne leur nom donc je les ai pas tous retenus. Je me souviens qu'il y en a un qui s'appelle Saturne je crois, il y en a un qui s'appelle Mars, il y en a un autre qui s'appelle Jupiter pour Jupiter. Et du coup, c'est pas, c'est les Sindrians ont le titre de Dieu. Et il essaye d'expliquer par Ivankov, je crois que les Sindrians se considèrent comme les descendants des dieux. Alors peut-être que les Sindrians sont les pères des dragons célestes. Voilà, il y en a que 5, et peut-être que le reste des Sindrians, les autres dragons, les autres qui ont le titre de Dieu comme les Sindrians, sont les membres des Chevaliers Divins. D'ailleurs, il y a un 5 à la fin qui s'était chargé de l'exécution, peut-être Moon, un délire du genre, j'ai pas retenu son nom pour être honnête,
parce que ça fait beaucoup de personnages d'un coup, retenir tous les noms c'est un peu compliqué. Et j'avoue que voilà, j'ai bien aimé la lecture pour être honnête, il s'est passé des trucs, il y a eu des révélations, il y a eu des mystères, il y a eu un pouvoir stylé, le fruit de la suie, qui j'espère est un Logia, parce que ce serait un peu stylé d'avoir un Logia depuis qu'on est dans le Nouveau Monde. Je crois qu'on a vu qu'un seul Logia, c'est celui de catégorie d'Antien, du Momo Mochi, là, le bonbon, la pâte des bonbons japonais, je sais plus trop ce que c'est exactement, hein. Le fruit du gâteau, on va l'appeler. Et voilà, donc du coup, ça m'a fait du bien de cette lecture, pour être honnête, ça m'a un peu permis de m'évader, de penser à autre chose. Comme je disais au début de la vidéo, ça m'a permis de redescendre un peu. Un peu content quand même que mon hypothèse de l'immortel, elle ait été retenue par Oda, c'est-à-dire que voilà, je sens un peu une petite connexion avec lui quand même. Assez stylé à ce niveau-là, parce que du coup, il a pu voir les siècles, et du coup, il y a pas mal d'histoires qui pourraient être racontées. Ça pourrait être assez stylé de raconter l'histoire de Imu. Et comment est-ce qu'elle en est arrivée ou comment est-ce qu'il en est arrivé, parce que je crois que c'est il qui est utilisé pour le dénommer. Et donc du coup, ça pourrait être intéressant de voir son histoire et de la développer. Et plus à apprendre sur les poneglyphes, sur Nefertari Lily, sur J-Boy, Dragon qui rentre en mouvement aussi, parce qu'à part laisser les hommes se battre et lui être au QG et attendre que tout le monde rentre, il n'a pas fait grand-chose. Le truc que je me disais, c'est ça pourrait être comique. Après, cette idée a quitté mon esprit quand je me suis rappelé qu'il avait affronté Smoker en 2 spi et qu'il avait utilisé du vent, donc il a probablement le Logia du vent, ou peut-être un paramécien du courant d'air, j'en sais rien. Et du coup, voilà, donc non, c'était une bonne lecture, je suis assez content. Je vais pas m'éterniser pour être honnête, j'ai plus grand chose à dire. Mais voilà, donc du coup, j'espère que là, on va se reconcentrer sur l'équipage et que les révolutionnaires et Luffy vont se croiser et qu'il y aura des histoires qui nous seront racontées. Donc voilà, sur ce, c'était Raiger, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like. Si vous trouvez qu'elle est pertinente, ne pensez à la partager. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss. C'est vrai que c'était pas mal. C'est quoi la prochaine œuvre? Je sais pas, je verrai au flow. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de personnages et de groupes différents, comme dans nos 3 galaxies. J'espère que l'auteur saura bien écrire la bataille finale pour le One Piece et que le One Piece ne sera pas quelque chose de niais. Moi aussi. Hâte de voir la prochaine œuvre que tu vas traiter. Et n'oublie pas, le destin de ta planète est en jeu. Ça change pas grand-chose pour moi. Je vais là où mon cœur me mène. De toute façon, t'as déjà ta place. Ça me rappelle ma négociation avec le grand créateur. Depuis, il a perdu sa place. Les règles et les objectifs ont changé. On est plus dans une phase de préparation. Pour se préparer à quoi? Au protocole Eden, l'épreuve finale qui sélectionnera qui rejoindra l'armée de Phaserol. C'est la plus haute distinction. Tout ça m'intéresse pas. Je veux juste rester pépère dans mon coin. Et pourtant, tu as été choisi pour représenter les humains face au Conseil des Immortels. Je sais, je sais. Du coup, vous faites plus la guerre? Non, on débat. Ça donne des résultats parfois. Ravi de l'apprendre. Bon, j'ai un débat qui m'attend d'ailleurs. La loi sur les duels. Je te laisse. À plus, Asa. À plus, Raiger.